le corps physique, le purifier afin que l'âme enregistre les vérités sublimes. Lorsque l'âme quitte le corps pendant le sommeil, elle ne reste pas inactive. Elle voyage. Elle contemple l'immensité. Elle communie avec les esprits célestes. Elle se renforce dans la connaissance de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Quand elle retourne dans le corps, elle rapporte le souvenir de toutes ces richesses qu'elle tâche d'imprimer dans le cerveau. Et même si l'homme n'en est pas tout de suite conscient, comme toutes ces grandes vérités laissent en lui une empreinte éthérique, un jour ou l'autre, il finira par en prendre conscience. Voilà pourquoi il arrive que vous receviez soudain, comme dans un éblouissement, une communication, sinon la communication de certaines vérités sublimes que votre subconscient portait certainement déjà en vous depuis longtemps. Jusque-là et jusque-là, le moment n'était pas encore venu pour vous d'en être conscient. Mais il y a eu tout à coup un instant propice où votre cerveau se trouvait dans de bonnes dispositions et cette vérité a jailli. Si vous voulez que les expériences soient de plus en plus fréquentes, vous devez introduire une grande discipline dans votre vie. Car c'est à partir du moment où l'homme s'habitue à travailler sur son corps physique pour le purifier et le rendre sensible que son âme peut enregistrer plus facilement les vérités sublimes. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, est arrivé ce lundi à Bamako, au Mali. C'est pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako-Sénou, par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Le président de la République du Sénégal est arrivé au Mali pour une visite, je l'ai dit, de travail et d'amitié, indique-t-on de sources officielles. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a déclaré à l'occasion être porteur d'un message d'amitié, de bon voisinage, un message de l'Afrique auprès du peuple malien. En outre, il a rappelé que le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le président Macky Sall se rendra au Tchad et au Gabon. Je vous invite, mesdames, messieurs, ici à écouter un extrait des propos du président Macky Sall, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, à son arrivée au Mali. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. C'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Restons au Mali pour vous dire que le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale
que suite à l'ouverture d'une procédure d'information judiciaire pour des faits de crimes d'association, de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, de port et du transport d'armes de guerre et de complicité de crimes contre les nommés et choisis Adam Sani et 48 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Il a été procédé les 10, 11 et 12 août à leur inculpation de ces chefs de prévention et à leur placement sous mandat de dépôt. Le procureur de la République rassure par ailleurs que dans le respect de leurs droits, des investigations objectives et transparentes seront menées pour aboutir à la manifestation de la vérité, identifier tous les éventuels auteurs, co-auteurs et complices de ces faits et situer toutes les responsabilités. Mesdames, Messieurs, je vous informe que tout à l'heure, nous recevrons un invité du journal, nous recevrons un invité du journal, Alain Adiou, ancien ministre, actuellement membre du parti politique Les Forces Cori pour un Bénin émergent. On va scruter ensemble l'actualité. Mais avant, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale ce soir. De l'info, Charbel Aïou. Le ministère de la Famille a parrainé aujourd'hui la fête identitaire de la communauté Khoula, un long moment de silence dû au Covid. Aujourd'hui, le Koutonoué a eu lieu. Précision dans un instant. La récolte de la nouvelle IAM, c'est depuis jeudi. Les initiés n'en consomment pas. Des rituels doivent avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Et pour en consommer, Gulf TV Africa vous en parle ce soir. Aujourd'hui, 15 août, fête de l'Assomption, montée de la Vierge Marie au ciel. Plusieurs messes et autres cultes ont été organisés ce jour. Nous vous en parlerons au cours de cette messe de l'information. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'information pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous. Une fois encore, je dis bonne fête à tous ceux qui fêtent le 15 août, qu'il s'agisse de la fête Khoula, qu'il s'agisse de la fête de l'Ignam, qu'il s'agisse de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel et autres. Bonne fête à chacun et à tous. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Véronique Toye-Fodé-Merouanou, a parrainé aujourd'hui, 15 août, la célébration de la fête identitaire de la communauté Khoula. Après un long silence dû au Covid-19 et à quelques discordes au sein du comité d'organisation, la fête dénommée Koutonoué est de retour. La communauté Khoula a convié plusieurs cadres et personnalités autour de cette célébration des filles et fils Khoula. C'est le grand carrefour Sainte-Cécile de Cotonou qui a servi de cadre, bien entendu, aux différentes manifestations. Gulf TV Africa était aussi de la partie. Aristide Kadoussou, Flavien Souman. C'est à travers une messe spéciale avec une homélie taillée à la mesure des attentes des Khoula que Koutonoué renaît de ses cendres. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. L'édition 2022 de cette fête identitaire qui réunit la communauté Khoula dans un creuset annuel de convivialité a été placée sous la coupole du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé-Merouanou. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole
en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie consistant à marquer les manifestations de la fête Kutonoué. Avec votre permission, je voudrais en votre nom à tous remercier les différents invités à divers niveaux qui sont là pour nous soutenir en ce jour, en commençant par ma collègue de l'industrie et du commerce. Merci. Chers frères et sœurs, cet homme-là, je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisie comme marraine, comme l'une des marraines de la présente édition de la plus grande retrouvaille des filles et fils autochtones de Cotonou. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision de mes frères et sœurs de porter donc leur choix sur ma modeste personne et que tous les corps constitués de la communauté ont entériné. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime, cette marque de confiance. Je considère comme un privilège cet honneur qui m'est fait et j'en mesure surtout toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution que je représente les actuelles préoccupations de notre communauté, ainsi que la volonté de toutes et tous à s'engager dans la lutte pour rester solidaires. Après quelques soubresauts et une interruption en respect aux prescriptions du gouvernement pour contrer la Covid-19, la fête dénommée Kutonoué est de retour, mais avec des exhortations à l'unité pour construire un lendemain meilleur. Il est vrai que nous avons connu des divergences et nombre de difficultés. Aucune bonne œuvre ne pouvant perdurer sans le temps, sans face à des problèmes. Nous les avons connus aussi. Mais face aux défis, comme une famille, nous nous sommes assis, nous nous sommes écoutés et aujourd'hui, nous célébrons la joie de nous retrouver ensemble. En son nom et à mon nom propre, que cette fraternité continue et qu'on se retrouve tout le temps ensemble, la main dans la main, pour le développement harmonieux de notre localité, de notre communauté. Plusieurs activités culturelles assorties d'un buffet ont agrémenté l'événement. La célébration de l'édition 2022 de la fête identitaire de la communauté Hula, Kutonoué, s'est déroulée dans la convivialité. Diverses personnalités et autres cadres de la localité étaient de la partie et se sont réjouis, heureux de cette fête. Suivez ici quelques impressions à l'occasion. Autour des deuils, nous nous retrouvons. Maintenant, on nous parle de la réjouissance. Donc, c'est avec précipitation que nous devons aller sur ces lieux-là, normalement. Donc, si je suis ici aujourd'hui, vous savez très bien que dans notre histoire, la communauté Hula, Seto, sont les autochtones. Ils se réclament cela de Cotonou. C'est concédé. Et c'est de façon périodique ou annuelle. Ils célèbrent, ils se retrouvent en eux-mêmes en famille et célèbrent leur fête. Donc si nous sommes invités en tant que résidents dans cette ville, quand même tout au moins nous devons quand même venir juste pour les soutenir. Je suis comblé de joie, très heureux de voir, parce que vous savez très bien qu'entre eux-mêmes, dans leur allocution, vous avez écouté qu'il y a un problème entre eux et ils se sont réconciliés. Et il est souhaitable d'applaudir les grâces de Dieu. Une réconciliation, c'est la grâce de Dieu. Donc par conséquent, ça se célèbre. À un moment donné, il y avait une petite crise qui avait secoué la célébration de cette fête. Mais Dieu merci, on a pu accorder les violons, j'allais dire. Et la fête a eu lieu aujourd'hui grâce à la médiation des personnalités de la communauté. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Et cette fête pour nous est d'importance parce qu'à travers cette fête,
c'est les retrouvailles. Nous arrivons à fraterniser et nous arrivons à célébrer l'amitié, à festoyer ensemble, à taire un peu les querelles intestines qui sont là. Et c'est également l'occasion de faire la promotion de nos cultures. C'est une fête au fait d'amour. C'est une fête de retrouvailles. Et je peux dire que ce n'est pas une fête. C'est vrai que ça, comme si fête des 7 Okla. Mais c'est une fête de tout le monde. Certes, les 7 Okla sont des autochtones, comme l'a dit le DG de SONEP dans son discours. Quand tu vas dans un pays, il faudrait t'initier à la langue de ce pays-là. Donc normalement, tous les Cotonoises et Cotonoises doivent quand même savoir fredonner la langue de cet Okla. Donc c'est une fête après tant d'années de discorde, de discussion entre les 7 Okla et les Toffins. Ils se sont retrouvés aujourd'hui. C'est une grande joie pour les uns et les autres, comme vous venez de constater. Je crois bien que c'est une fête qui inspire l'amour. Vous allez voir comment tout le monde se salue. C'est tout comme si c'est la rentrée scolaire et tout le monde se salue avec joie et tout. Donc moi, vraiment, je suis sincèrement ému pour cette fête. Les populations de Cotonou, à l'instar de celles de la cité historique et touristique de Savalou, immortalisées ce 15 août, fête de l'IAM, dans les restaurants, les domiciles et autres lieux de réjouissance, l'IAM pilé était resté le repas le plus consommé. Suivez ce reportage réalisé pour vous par Spérois ou sinon Emou Khalil Moutaro pour plus de précision. L'IAM a été bel et bien pilé et fortement loin de sa terre, Savalou-la-Belle, la cité des Soravis. En effet, à Cotonou, les inconditionnels de plats d'IAM pilé n'ont pas manqué de récidiver en cette occasion de reconnaissance de l'IAM, un gros tubercule à la fois farineux et riche en amidon. Le 15 août, c'est une fête identitaire des Savalois. À chaque récolte d'IAM, ils célèbrent cette fête avant de commercialiser les IAM. Donc, à chaque 15 août qui coïncide avec la fête de l'Absomption, les Savalois célèbrent cette fête d'abord avant de commencer par vendre l'IAM à la population. L'IAM, c'est un mets préféré. C'est un mets que les Béninois aiment, mais spécialement de ceux du centre du Bénin qui aiment l'IAM. Mais il a fallu qu'avec la fête de 15 août, là, tout le monde adhère à la consommation d'IAM et que c'est un mets préféré de tous les Béninois. Mais les Béninois commencent par chaque fois se référer à leur origine et disent que c'est mieux de consommer chez soi ce qui est produit de ton pays, ce qui est produit localement. C'est mieux de faire la promotion de ce qui est produit chez soi que de consommer ce qui est à l'étranger. C'est cette politique que nous commençons par adopter. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a 15 août, tout le monde s'agglutine autour de l'IAM pour dire que je dois prendre l'IAM pilé. Dans les plats, aussi bien les moins âgés que les adultes consomment avec saveur l'IAM pilé et ses accompagnements. C'est donc devenu une habitude faire remarquer cette consommatrice. 15 août, aujourd'hui, c'est la fête de l'IAM et c'est notre fête. Nous avions préparé diverses sauces. L'IAM est un tubercule assez particulier et sa récolte est une fête et coïncide avec l'Assomption. Ce tubercule occupe une place de choix dans l'alimentation des Béninois, à l'instar de cet habitué de l'IAM et de ses dérivés. On ne peut pas ne pas fêter cette fête, qui est notre fête en fait, qui donne l'accès à tout le monde, qui permet à tout le monde de commencer par consommer de l'IAM. Parce que sans la fête, c'est la fête qui peut-être annonce la consommation de l'IAM.
Ça fait partie d'Hermé Savalois. Moi, sans liant pilé, moi, je peux rien. Si mon épouse ne me fait pas de liant pilé, je ne me retrouve pas dans ce qu'elle me prépare, en fait. Donc, c'est un mets que nous tous, nous les Savalois, nous préférons au détriment de tout autre. Donc, c'est un mets que nous tous, nous aimons. Surtout le liam pilé. Ce n'est pas que le liam sur toutes ses formes. Que ce soit préparé, pilé ou frites. Je crois que c'est préféré de nous tous. Au-delà des papilles gustatives, l'iam possède bien d'autres vertus et une forte valeur nutritive. Merci Spérois. Ou sinon, au Bénin, la récolte des IAM se fait généralement durant le mois de juillet. Les initiés n'en consomment pas aussitôt. Ceux qui en ont les moyens donnent d'abord la part qui convient à leur divinité et n'en consomment qu'après. D'autres attendent la deuxième quinzaine du mois d'août pour en consommer. Selon les dignitaires des cultes endogènes, il faut procéder ainsi pour éviter les pièges de l'ennemi. Reportage. C'est le 7e jour du 7e mois de l'année que sa récolte commence. Pourtant, il faut attendre la deuxième quinzaine du mois suivant pour commencer à la consommer. C'est du moins ce qui est impératif pour les initiés, dont l'objectif est de conjurer le mauvais sort. Il s'agit de l'iam, un tubercule pas comme les autres, selon la tradition africaine. Et quand la nouvelle sort, on se dit oui, il faut d'abord passer par le règne végétal pour donner plus de vitalité à tout ce qui n'était pas. Et c'est là on immole l'iam d'abord au foie pour lui donner plus de force, parce que pendant le fait que vous manquez d'énergie vitale, pendant cette période-là, votre corps est faible à un moment donné de façon énergétique. Et l'iam vient en tant qu'un tubercule debout, donc fort. Et lorsque vous mangez, vous devenez fort. Mais est-ce que vous, en tant que physique, vous devez manger avant que l'invisible ne mange? Non. L'invisible gouverne le visible. Et sur ce, on immole d'abord l'iam à toutes les énergies. À vous qui êtes d'abord invisible, parce que votre foi, c'est vous, mais de façon invisible. Aux déités, à toutes les déités, il faut leur donner d'abord. Et maintenant, vous, être vivant, vous pouvez en manger. Et vous devez savoir que la sorcellerie, les sorciers ont la possibilité de transformer le corps éthérique de l'homme par l'iam. Le corps éthérique de l'homme par l'iam pour pouvoir la consommer. Donc l'iam, qui est un tubercule comme d'autres, est un tubercule spécial qui a une énergie vibratoire qui se rapporte un peu au corps éthérique de l'homme. Se plante dans des buts et ça fait les 9 mois comme un enfant dans le ventre de sa mère. Et vous voyez, dans nos systèmes, il y a des cultures, des céréales qui représentent un être vivant. Dans les animaux aussi, nous avons des animaux qui représentent l'homme. Et comme on ne peut pas sacrifier un homme à une divinité, et les ancêtres ont su réfléchir et ont choisi des substances qui peuvent être à la place d'un homme. Donc c'est pourquoi l'iam a une différence parmi toutes les cultures et il y a des cérémonies adéquates à faire avant sa consommation. L'iam est bien particulière et cela s'explique à plusieurs autres niveaux. Au niveau de l'Égypte antique, la variété de céréales qui était supérieure aux autres, c'était le blé. Et à chaque nouvelle récolte de blé, on offre d'abord les premières récoltes aux dieux avant qu'on ne commence par consommer. Mais quand ils sont descendus, quand l'Égypte a éclaté, ils sont descendus ici en Afrique, la variété de céréales qui est au-dessus de tout, c'est surtout au niveau des tubercules, donc au niveau de l'iam. Mais quand vous observez très bien, le blé prend 9 mois pour germer. L'iam également prend 9 mois pour germer. Le blé est récolté le 7e jour du 7e mois. Les premiers iams sont récoltés le 7e jour du 7e mois. Même période. Mais il faut dire aussi que dans la connotation, au niveau de notre tradition, dans la connotation traditionnelle, c'est que l'iam et le blé représentent un être humain. Parce qu'il met la même période de gestation que l'être humain. Donc, offrir l'iam à son phare ou à sa divinité, c'est accepter lui faire le sacrifice suprême. Lorsque nous rentrons, bien sûr, dans la légende, il est dire que c'était un chef qui a régné et à un moment donné, il a abusé un peu de son pouvoir
Et pour disparaître, il s'est fait enfermer à côté d'un chemin et il a demandé à ses enfants de revenir après quelques temps voir ce qu'il en est. Et c'est comme ça, quand ses enfants étaient revenus, on a vu que c'était une plante d'igname qui est en train de pousser. Et une voix leur disait chaque année, avant de me consommer, essayez de faire un certain nombre de sacrifices qu'il aurait tracés avant de disparaître. Bogbon voni jinukun e no soro wenmekpo e no soro chikpole yo tevi ogbon vona ni sunu poyonu pono pobo kebi oyonu home yo e no blo sunza tene chobo fi ono jete e de to ma blo sunza tene obo ajete mi ro klimatire aso suma so gbevi tevi odo klimatire de a sunza e vi. Le tubercule qu'on appelle igname est bien particulier. Il y a le volet de 9 mois de gestation. Ensuite, il y a une alliance entre les entités qui gouvernent le monde et l'igname. Et en lieu et place de faire un sacrifice humain à ces entités, on leur offre l'igname pour renouveler la protection. Aro wevo megmoy aro moto vla megmoy aro keke megmoy ka be do sunzan teneon bo tevi yo zen reon anayi de tevi oton me kare boy tevi kungbe bo tevi da mo ro wen me dai adingba we tejena de tevi ne si so eno bia chena do nu mesen le ogon bo ro e mi cho mi bo note ka bote autant les fonds messen les inte domi ma on mi o mileno tero kudoche boni ma fon awa erote. Les avantages sont multiples à faire l'offrande de l'igname aux déités avant d'en consommer soi-même. Les spécialistes insistent. Toujours que nous sommes tous initiés, c'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on se dit qu'on n'est pas initié. Et on vient toujours d'une famille qui a des divinités. Donc, si la personne se retrouve peut-être en ville où il ne se rapproche plus de sa famille, il peut attendre la fin de la cérémonie du 15 août avant de commencer par consommer l'igname. Parce que avant le 15 août, il y a plusieurs divinités qui sont déjà, à qui on a déjà donné l'igname et qui sont déjà aptes pour continuer leurs travaux. Donc, si vous attendez après 15 août, vous commencez pas à consommer l'igname, c'est vrai, vous n'aurez plus de problème. Mais quand l'igname apparaît et vous bondissez seulement pour commencer par manger, ça court beaucoup de dangers. L'igname peut être cultivé par toute personne qui le désire. Toutefois, maîtriser la technique de la plantation permettrait d'avoir le résultat escompté, une récolte abondante. Merci Monchoukurat Fatoumbi. Le 15 août, c'est aussi chez les chrétiens la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Plusieurs messes et autres cultes ont été dites ce jour pour immortaliser l'événement. Spérois Oussino et Flavien Zomaron ont fait le tour de quelques églises pour en savoir sur ce que pensent les chrétiens de cette fête. Suivez. La Vierge Marie représente beaucoup pour moi. Elle est ma mère. Elle est tout pour moi. Parce que tout ce que je fais dans ma vie, je me confie toujours à elle. Donc, tous les jours, même que ce soit, c'est pas les jours de dimanche, c'est des jours de la semaine, quoi. Toujours, il faut que je pense à elle. Donc, ça devient comme une exception pour moi, quoi. Donc, si je fais pas le chapelet ou je prie pas la Vierge Marie, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Bon, hier, normalement, je devais venir à l'église, mais j'avais eu... j'étais un peu souffrante, j'avais la grippe, donc du coup je ne suis pas venue à l'église et je me suis dit, hier quand je ne suis pas venue, je dois venir aujourd'hui. Et c'est une messe obligatoire pour moi, quoi. C'est une messe obligatoire, donc si je ne viens pas, c'est comme si j'ai péché dans la journée, quoi. Donc voilà, à propos de ça, Marie représente beaucoup pour moi, c'est une mère pour moi et je me confie beaucoup à elle. Quand je me confie à elle, tous mes problèmes sont résolus, quoi. C'est avec une immense joie. Parce que
comment on appelle, quand on a l'habitude de fêter ça chez nous, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens. Aujourd'hui, je vois pas assez de joie. Donc, ce que je ressens, c'est ce que j'ai l'habitude de ressentir au moment de l'autre de l'Assomption, quoi. Parce que c'est une immense joie pour moi, quoi. Et j'aimerais, dans la journée d'aujourd'hui, vraiment danser, être en joie. Mais je vois aujourd'hui à l'église, c'est pas ça. Mais je ressens la joie en moi, quoi. Donc, c'est dans mon habitude. Donc, chez nous, s'il s'agit de la fête de la Vierge Marie, a dit qu'à cette heure-ci, normalement, on devait être encore dans l'église pour danser. Mais dommage. Donc, je ressens la joie que je ressens, c'est vraiment immense. Et aujourd'hui est une fête spéciale pour l'Église catholique. Pour nous, les chrétiens, c'est la fête de l'Assomption où la très sainte Vierge Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Et en ce jour, nous, les chrétiens catholiques, sommes invités à désirer le ciel à la suite de la très sainte Vierge Marie. Nous sommes invités à nous préparer, à entrer aussi dans la gloire de Dieu. La Vierge Marie n'a fait que nous devancer. Et donc, nous devons au quotidien nous battre pour préparer aussi notre montée au ciel. Pour un chrétien catholique, aujourd'hui, la messe est déjà obligatoire. Il faut absolument aller à la messe. Et puis, c'est un jour de fête. Donc, c'est jour de fête comme Noël, c'est jour de fête comme Pâques. Et donc, il faut festoyer après parce que Dieu nous demande de fêter quand c'est jour de fête. Voilà. Donc, il faut festoyer, tout comme les autres jours. Les gens pensent que ce n'est pas un jour, enfin, il faut juste aller à la messe, mais c'est une fête comme les autres grandes fêtes de l'Église. C'est la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie et la maman de Jésus, elle qui est montée au ciel aujourd'hui. En fait, c'est comme son anniversaire, quoi. L'amour du prochain, de nous aimer comme soi-même, de nous aimer comme plus que l'amour, c'est l'amour indéfini. Pour le clergé catholique, l'Assomption est la fête des fêtes mariales, et la synthèse des fêtes mariales. C'est une célébration qui a tout son sens en raison du caractère divin de la Vierge Marie, dira le père Pamphile Fadon, curé de la paroisse Sainte-Rita de Cotonou. On l'écoute sur des propos recueillis pour vous par Spérois Roussino et Flavien Zoumon. L'Église catholique aujourd'hui fête la solennité de l'Assomption. L'Assomption, comme l'a dit Monseigneur Bariga, Nicodème Bariga, c'est la synthèse de toutes les fêtes mariales. Et c'est la fête de la glorification de la Mère de Dieu. Et cette fête, pendant des années, je dirais, a eu quand même à connaître il y a eu quelques polémiques au sujet de la fête de l'Assomption parce que c'est une fête ancienne, mais le dogme de l'Assomption est un dogme tardif. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des polémiques et il y a certains qui disaient que la Vierge Marie n'est pas morte, d'autres disent qu'elle est morte. Alors, la première tendance disait que Marie est passée à la vie du ciel sans avoir connu la mort. Et c'est la thèse de la dormition et de l'exaltation dans la gloire du ciel, puisque la mort est la conséquence du péché, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, et que Marie a été préservée de tout péché. Alors, on pense qu'elle a dû rentrer dans la gloire de son Fils sans passer par la mort. Et il y a une seconde tendance qui dit que Marie a connu la mort à Jérusalem, non pas à cause du péché, mais pour être unie au mystère du Christ qui a donné sa vie par amour pour les hommes. Et là, il y a un père, le père Gibieux, qui
qui a écrit quelque chose qui fait la synthèse même de toute cette tendance. Il disait que les hommes meurent par obligation de leur péché. Jésus est mort par charité envers les pécheurs et que la Vierge, elle est morte par conformité et par hommage à son Fils. Il faut quand même avoir quand même une attention à sa mère, parce que c'est la fête de la mère, c'est la Marie qui a été glorifiée. Et vous savez, Marie, pour les chrétiens, c'est la femme modèle, notre mère. C'est à elle que le Seigneur nous a confié sur la croix. Avant de rendre l'âme, il a dit, femme, voici ton fils, en parlant de Jean, et Jean, voici ta mère. Et à travers Jean, le Seigneur a confié tous les chrétiens, ou tous les hommes, je dirais, l'humanité, à sa mère. Et Marie est devenue notre mère. Elle est tellement notre mère. Elle agit comme vraiment une mère, à tel point que parfois des gens ont tendance à dire que les chrétiens adorent la Vierge Marie. Non, c'est dit, on verrait la Vierge Marie. Et c'est parce que la Vierge, elle sait parler à son Fils. Quand vous demandez quelque chose à Jésus, que ça traite, vous passez par la Vierge, elle sait comment faire. Voyez le premier miracle de Jésus, aux noces de Cana. Et le vin est terminé. Alors, discrètement, Marie a dit à son fils, mais il n'a plus de vin. Alors Jésus répond, mais de quoi te mêles-tu? Qu'est-ce que tu regardes à cette affaire de vin? Mais parce que c'est sa mère qui a parlé, il a été obligé de faire quelque chose, obligé, enfin, par amour, par obéissance à sa mère. Et elle a dit, bon, puisez de l'eau, et on a puisé, et l'eau s'est transformée en bon vin. Bonne fête de l'Assomption à chacun et à tous. 350 détenus ont été graciés cette année par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Ils sont au total 53 condamnés séjournant dans nos geôles, 27 à Lada, 74 à Cotonou, etc. Aucun condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créé et séjournant dans nos prisons civiles, les prisons civiles de Cotonou, de la Promisérité, ne figure sur la liste des bénéficiaires. Selon l'article 1er du décret signé le 3 août, les bénéficiaires sont des détenus et condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles par une décision devenue définitive des cours et tribunaux de la République du Bénin au 31 juillet 2022, suivant les modalités définies par le décret. L'article 2 du décret précise ceux qui en sont exclus et sont justement exclus du bénéfice de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour les infractions d'assassinat, d'association, de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de chasse illégale, de complot contre la sûreté de l'État, etc. La diaspora béninoise du Brésil marque d'une pierre indélébile son deuxième anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. C'est sous la coupole du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur que les manifestations ont eu lieu à Sao Paulo, Golfe TV Africa, Imagisson. C'est un cortège d'artistes béninois qui a émerveillé la communauté béninoise vivant au Brésil à l'occasion du 62e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs manifestations culturelles ont marqué cette célébration, dont les prestations artistiques, la sortie des égougoums et de masques divers. Le but est de révéler le Bénin.
La deuxième édition de cette célébration est marquée d'un saut de renforcement des liens entre les Béninois résidant au Brésil sous la bannière de la section Brésil du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, fait remarquer son premier responsable. Cette fête constitue l'aboutissement d'un travail collectif considerable entrepris depuis avril 2021. E esta festa constitui a concretização de trabalho coletivo considerável que nós começamos a empreender desde abril de 2021. Quand la communauté béninoise vivant ici au Brésil a décidé d'accueillir une association sous l'appellation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Brésil. Isso quando a comunidade beninense residente aqui no Brasil decidiu acolher essa associação que nós intitulamos de HCBE. HCBE, em português, Alto Conselho dos Beninenses ao Exterior. Dès lors, plusieurs jeunes de toutes catégories professionnelles ont décidé de participer, d'une manière ou d'une autre, à une organisation qui a une philosophie qui prend en compte des données d'un développement inclusif et actualisé. E desde então, vários jovens de todas as categorias profissionais decidiram participar de uma forma ou de outra dessa organização que tem uma filosofia que toma em conta os dados necessários do desenvolvimento inclusivo e atualizado. Je profite de cette occasion pour remercier les ministres qui sont restés avec nous depuis le début et qui jusqu'à maintenant le sont encore et ne cessent de nous appuyer sans retenue dans la prise de décision pour la vie de ce mouvement. Senhoras e senhores, en nous appuyant sur nos expériences d'hommes avertis et de chefs d'entreprise, nos baseando em nossa experiência como empresário e como homens prevenidos, nous avons constaté que depuis plusieurs années, les communautés africaines ici au Brésil sont divisées. Nós percebemos que desde alguns anos, na verdade desde bastante tempo, as comunidades africanas presentes no Brasil andam divididas. Il nous faut donc manifester le bénéfice nécessaire et de penser à une association digne du nom, capable de prendre en compte nos difficultés respectives en faisant usage de nos sciences individuelles et rationnelles partant du cas du Bénin. À en croire Julien Tomega, promoteur du groupe ENAM et président du HCBE Brésil, il urge de construire une communauté béninoise solidaire au Brésil. Lors de la première session, je voudrais dire, lors de la première fête de l'indépendance de l'année passée, durante a festa de ano passado, plusieurs décisions ont été prises dans le but de toucher du doigt l'épanouissement des Béninois ici au Brésil. Várias decisões foram tomadas visando gerar avanço no florescimento dos beninenses no Brasil. Ce qui est touché à 47,20% en termes de réalisation, malgré toutes nos difficultés ou toutes nos ressources diversifiées. Decisões que nós conseguimos cumprir a 47,20% em termos de realização, apesar de nossas dificuldades e diversidades de recursos. Toutefois, porém, il faut signaler que nous ne sommes pas en compétition d'atteindre 100% les objectifs prévus. É importante ressaltar que nós não estamos em competição, não é como se o objetivo principal fosse obrigatoriamente cumprir esses 100%. Mais de partir d'une bonne base avec les difficultés quotidiennes dans le processus de construction d'un monde sincère et épanoui. Le plus important, c'est d'avoir bon demain pour fermer l'argent troué, qui est l'une des philosophies ancrées de notre tradition. Chers compatriotes, puis-je également saisir cette occasion pour rendre hommage au président, au gouvernement, aux communautés à la base au Bénin, de nous avoir permis de toucher du doigt certaines réalités et qui font de nous aujourd'hui des hommes nécessaires au développement de notre pays et de notre continent en général pour ne pas se soustraire.
Défilé de mode, prestations d'artistes dont Fanico, Kadi Tiaf Okesaf, Ali de Porto et bien d'autres ont marqué les festivités du 62e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, célébrée avec face à Sao Paulo, la ville aux multiples visages et la plus grande du Brésil. Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, le ministre Alain Adiou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et comment se porte le ministre? Je vais très bien, comme vous le constatez. Oui, je m'en aperçois. Et voilà. comment avez-vous fêté? Puisque aujourd'hui, c'est à la fois la fête de l'Igname et la fête de l'Assomption. Je n'ai pas encore mangé l'igname, mais j'ai surtout fêté, comme les catholiques, la fête de l'Assomption. Et ça s'est bien passé? Oui, oui, oui. Monsieur le ministre, les Forces Cori, comment se porte votre parti? Force Cori pour un Bénin émergent. La Force Cori pour un Bénin émergent. La Force Cori pour un Bénin émergent. Ben, FCBE se porte bien, je dirais même très bien. Et comme les partis qui animent la vie politique nationale, nous faisons ce que nous pouvons, calmement, discrètement, mais nous travaillons. Donc nous nous portons très bien. Et ce n'est pas cela qui explique le silence presque coupable du chef de file de l'opposition, puisque le chef de file de l'opposition est en même temps le président du parti FCBE. Pourquoi ce silence? Ça va toujours, ça va, monsieur le ministre? Ça va très très bien. Le numéro 1 de FCBE porte le titre statutaire de secrétaire exécutif national. On ne dit pas président, mais c'est lui qui joue ce rôle-là. Et nous avons un président d'honneur en la personne de l'ancien ministre Djemba. Le secrétaire exécutif national, Paul Humpé, l'ancien ministre Paul Humpé, se porte très bien avec le parti. En tant que chef de file de l'opposition également, il se porte très bien. Je pense que vous allez poser des questions à ce propos. Vous demandez, le chef de file ne parle pas beaucoup. On ne le voit même pas. Oh, mais vous l'avez vu récemment, le 1er août dernier. Il était à la fête. Il était l'un des invités. Non, on ne le voit pas beaucoup prendre le micro, bavarder, parce qu'il l'avait fait par le temps. Il l'avait fait par le passé. Et il a choisi d'observer, de travailler discrètement, comme cela lui ressemble d'ailleurs. Et puis, entre nous deux, vous savez très bien que lorsqu'on est responsable, qu'on a beaucoup de choses à dire, on ne se précipite pas dans l'arène. On ne dit pas les choses n'importe comment. On prend le temps, on mûrit, on réfléchit, on approfondit. Et quand on sort, on dit « Ah, vraiment, le chef a parlé ». C'est le chef de file de l'opposition. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais il est également le secrétaire exécutif national de FCBE. Et en tant que tel, il travaille énormément. Ça vous étonne? Oui, parce qu'on se dit, chef de file de l'opposition, il a apprécié certaines actions, notamment du gouvernement, certains faits et gestes, il a encouragé, il a dénoncé, il a proposé des alternatives, on ne l'entend pas. Cherté de la ville, cherté de la vie, il a parlé. Les objets d'art qui sont arrivés, il a parlé. La fête de l'indépendance, il a parlé. Alors là, on n'a pas beaucoup entendu. Oui, il a parlé. Sauf que, certains médias courent pour que. Et pour le moment, il ne se donne pas à ce jeu-là. Okay. En tant que responsable, il ne se donne pas à ce jeu-là. Pour le moment. Soulignez le pour le moment. Monsieur Adiou, comment est-ce que votre parti, Force Cori pour un Bénin émergent, se prépare pour affronter les prochaines joutes électorales, notamment législatives de janvier prochain? Depuis l'avènement du régime dit de la rupture, 2016, de la rupture, vous dites? Bon, parce que moi, je ne le qualifie pas forcément de la rupture. C'est le chef de l'État qui est arrivé et qui a dit « Mon nom, c'est le régime de la rupture. » D'accord? Comme son prédécesseur, le changement. D'accord? Mais c'est celui qui arrive qui dit. Et on le répète, on le dit, etc. Donc, ce n'est pas mon produit, moi. D'accord? Alors, ça se comprend. Voilà, ce n'est pas mon produit. Donc, depuis l'avènement du président Talon, président de la République, 2016, c'est la première fois que FCBE va participer aux élections législatives.
En tant que parti politique, il a tenté de le faire en 2019 et il en a été empêché. C'est vrai que ce qui se passait à ce moment-là, on voulait voir clair la charte des partis politiques, le code électoral, peut-être qu'on en parlera ou on en parlera un jour. Donc, parce que c'est la première fois que nous allons participer aux élections législatives, dans le calme, dans le silence, comme des fourmis, nous travaillons sérieusement. Vous savez, l'avantage que nous avons sur les partis de la mouvance, c'est que, comme je le dis et je le répète, je l'ai dit ailleurs, le chef de l'État, pendant les 6 ans, bientôt 7 de son régime, a eu à réussir quelque chose. La plupart des Béninois contre lui. La plupart des Béninois sont dans l'opposition. Peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris. Peut-être parce que le chef de l'État a besoin de s'expliquer encore. En dehors des réalisations physiques, il y a pas mal de choses sur lesquelles il y a beaucoup de réserves, beaucoup d'insatisfaction. Donc, FCBE travaille comme une fourmi à réussir sa campagne électorale. Nous sommes, FCBE, le premier parti de l'opposition. Vous venez de le rappeler que le chef de file de l'opposition, il est le secrétaire exécutif national de FCBE. Donc, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous travaillons. Nous avons déjà tenté les élections, participé aux élections communales. Nous avons participé aux élections à la présidentielle. Donc, nous avons une pratique de la chose. Alors, nous travaillons. Toutes nos instances décentralisées sont en train de travailler sérieusement. Nous avons des mouvements de masse, qui sont les jeunes, les femmes, qui sont en train de travailler. Nous ne passons pas une semaine sans aller sur le terrain. Donc, oui, nous travaillons. C'est vrai que nous n'appelons pas la caméra tous les jours. 1, par stratégie. 2, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que les amis d'en face. Nous attendons qu'on nous invite. Qu'on nous invite sur les radios, sur les télés. Vous savez très bien que si vous ne m'avez pas invité, je ne serais pas venu. Je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci. Parce que, étant de l'opposition, ce n'est pas facile pour nous qu'on nous appelle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Votre parti, Force Cori.Bénin Émergent, est financé quand même par l'argent du contribuable. Exactement. Vous venez de recevoir encore une cagnotte. Voilà, exactement. Alors, je vous explique mais il très doit rapidement. avoir une part réservée à la communication. Bien sûr, nous gagnons. Ce sont les contribuables qui financent. Le financement public, c'est cela. Mais sur les 3 milliards donnés en 2 temps aux 3 partis politiques qui respectent, disons, ce que la loi dit, sur les 3 milliards en 2 temps, 1,5 milliard, 1,5 milliard, FCBE reçoit 258 millions. À chaque fois? Non, les 2. 129 millions fois 2. C'est tout. Donc, la très grande part, 2 milliards 700 et quelques millions, sont partagés par les 2 partis du chef de l'État, ou du moins les 2 partis de la mouvance. UP en tête et le BR. Alors que vous, les journalistes, vous, les médias, vous aidiez la population à comprendre que FCBE ne partage pas les 3 milliards à part égale avec l'UP et le BR. Non. Les députés à l'Assemblée nationale, alors qu'en 2019, lorsque nous étions allés au dialogue politique, nous avons dit les partis politiques faisant de l'animation, faisant du travail public, même si ce sont des organisations privées, il serait bon, moralement, éthiquement bien, qu'on les, à la limite, excusez-moi l'expression, qu'on les dédommage un peu. Puisque nous sommes entrés dans le financement par une seule personne, un individu, ça n'a pas prospéré. Donc, on a défendu l'idée que les partis politiques, s'ils sont régulièrement constitués et reconnus, peuvent recevoir quelque chose du financement public. Les amis députés, quand ils sont allés à l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui doivent prendre la loi, ils ont décidé que des 3 milliards, on va répartir la chose de telle façon. 1, on prend 40% pour les 2 partis qui ont des députés. Le reste, 60%, pour les partis qui ont des élus communaux et municipaux. Donc, les 40% de 3 milliards vont à l'UP et au BR. Les 60% sont divisés par 1000 et quelques élus communaux et municipaux
Et puisque FCBE n'a qu'une petite partie des maires et des conseillers communaux et municipaux, c'est ce qui lui revient ça, 129 millions fois 2. Donc 258 millions sur 3 milliards. C'est une injustice. C'est immoral. C'est injuste, oui. C'est pas éthique. Parce qu'il s'agit du financement public, donc de ce que les contribuables donnent. Mais ça, c'est un débat déjà presque dépassé. Je rêve qu'à la prochaine Assemblée nationale, cette disposition légale soit revue, relue pour un peu plus d'équité. Parce que c'est nécessaire. Il n'y a pas de politique sans équité. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'en 2019, on vous avait empêché d'aller aux élections. Cette fois-ci, ça va changer? Si véritablement vous en avez empêché? J'espère que la loi reste la loi. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de certificat de conformité. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de faute majeure, faute mineure. Vous vous rappelez, chers amis journalistes? J'espère que tout ça sera absent. J'espère aussi que le chef de l'État, qui est suffisamment dérangé, surtout à l'extérieur, et même à l'intérieur, il a reconnu la dernière fois quand le chef de l'État français est arrivé. J'espère que lui-même, chef de l'État béninois, Patrice Talon, dérangé à l'extérieur par... Vous avez un parlement monocolore, il est gêné par ça. J'espère qu'il est effectivement gêné et qu'il va demander ou ne pas demander. Ou il demande, allez-y, tout le monde n'a qu'à compétir, ou bien ne rien dire pour qu'il n'y ait pas de faute majeure, faute mineure. Si ces conditions-là sont remplies, il y aura des élections inclusives. Je l'espère, je le souhaite, je l'appelle de toutes mes forces. Et si ces conditions sont remplies, FCBE va participer à ces élections et va y participer avec beaucoup de bonheur. Le quota des 10% reste toujours en vigueur. Oui. Si vous n'avez pas au moins 10 députés, monsieur le ministre, votre parti... Si nous n'avons pas 10 députés ou 10%? 10%, oui. Oui, si nous n'avons pas 10%, nous ne pourrons pas avoir des députés. Oui, mais rappelez-vous, en 2020, si aujourd'hui nous arrivons à prendre une petite part du financement public, si aujourd'hui le chef de file de l'opposition vient de notre parti, c'est que, ayant compétit en 2020, nous avons au moins eu les 10%, puisque les 10% étaient déjà appliqués. Si on n'avait pas eu 10%, on n'aurait pas quelques élus communaux et quelques maires. Donc nous avons fait l'expérience 2020, 10%. 2021, nous avons participé à l'élection présidentielle. Le couple président de la République et Mme Talata déclaré gagnant, le duo, j'ai dit couple, le duo, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est nous. C'est Yemba et Rumpé, le deuxième. Nous avons nos chiffres, mais la Cour constitutionnelle a dit que nous avons largement dépassé les 10%. OK, mais nous avons nos chiffres qui contredisent ce que la Cour a dit, mais ce n'est pas là le débat aujourd'hui. Donc, nous avons déjà 2 expériences électorales. Donc, nous pensons que, travaillant davantage sur le terrain et avec tous les ralliements que nous enregistrons, dont nous ne parlons pas au grand jour, nous pensons... Et puis, j'ai dit, n'est-ce pas, l'opposition aujourd'hui est incarnée par le peuple béninois. Nous travaillons à ce que le peuple, les électeurs sortent massivement pour voter. Donc, nous espérons pouvoir avoir les 10%. Vous espérez pouvoir avoir les 10%. Dans le même temps, les partis de la mouvance s'unissent, se regroupent et deviennent plus forts, font un travail colossal sur le terrain. Il y a aussi d'autres partis de l'opposition qui mouillent le maillot sur le terrain. Vous pensez vraiment que ça pourra porter votre stratégie? Nous mouillons le maillot aussi. Nous mouillons vraiment le maillot. Juste pour porter cette information à la connaissance de tout le monde, le chef de file de l'opposition, Paul Rumpé, quand il a été désigné au regard de la loi, décret signé par le président de la République, il a pris son bâton de pèlerin pour aller saluer toutes les institutions, les présidents de toutes les institutions, pour dire comment ils pensent travailler, recevoir leurs conseils aussi. Après ça, il a rencontré tous les présidents ou numéro 1 des partis se réclamant de l'opposition. Ils sont un certain nombre. Et puis, et là je suis bien placé pour le dire, je suis conseiller politique de FCBE et le directeur de l'école du parti. Donc, on a commencé à travailler, le rapprochement a été fait par des personnes,
par le chef de file de lui-même et les présidents des partis politiques sur le camp de l'opposition se sont vus pendant beaucoup de semaines. Et la question, si ça avait prospéré, c'est nous, opposition, qui aurions mis en place le premier cadre de concertation où les forces de l'opposition se retrouveraient. Malheureusement, comme nous aimons bien nous piétiner les uns les autres et que les querelles de personnes prennent toujours le pas sur l'intérêt général, il est arrivé pratiquement à la veille de la mise sur pied, de la mise sur fonds baptismaux de ce cadre de concertation, il est arrivé, patatras, ce que j'appelle la béninoiserie, mais entre guillemets, qu'un responsable, un vice-président d'un parti se réclamant de l'opposition a jugé qu'en faisant tout ça, c'est le chef de file de l'opposition qui va ramasser la mise. Et il n'en a pas dormi, il a eu de l'insomnie et il a décidé que son parti marque le pas. Et le parti a décidé de marquer le pas. Et depuis ce moment-là, ce sont des rencontres presque individuelles entre différents chefs de parti pour essayer de colmater les brèches. Donc, cet essai-là, cette tentative n'a pas prospéré. Il n'empêche qu'à la date d'aujourd'hui, différents chefs de parti se rencontrent avec le chef de file de l'opposition pour discuter. Comment utiliser la loi pour être un certain nombre fortement donc présent à l'Assemblée nationale. Les rencontres se font parce que la loi permet à ce que des choses se passent. Mais pas les alliances, en tout cas. Non, il n'y a pas d'alliance. C'est pour ça que l'UP et le PRD ne sont pas en alliance. Justement, l'actualité, c'est la fusion prochaine, l'union entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste. Deux grands partis. Ne voyez-vous pas venir un bulldozer qui viendra accaparer le paysage politique et écraser les autres partis, ne leur laisser rien pratiquement, des partis tels Force pour Bénin émergent? N'avez-vous pas peur? Non, d'abord, cette tentative montre clairement que la réforme du système partisan n'est pas une réussite. Ah oui? Bien sûr. C'est la lecture que vous en faites? Ce n'est pas la lecture, c'est la réalité. Dites-moi, cher ami, dites-moi, sur quelle base idéologique ces rapprochements sont-ils faits? Sur quelle base idéologique ces rapprochements sont-ils faits? Sur quelle base éthique ces rapprochements-là sont-ils faits? Je suis bien placé. Ah oui, quand je présidais à l'UBF, je savais qu'il y avait presque de façon irrémédiable que le président Amoussou et le président Humbweji étaient irréconciliables. Ah oui? Les raisons, je ne peux pas le dire, je ne connais pas toutes les raisons, mais moi j'ai constaté. Et j'ai même payé les frais. J'ai même payé les frais. D'accord? Que les présidents je dis bien, M. Amoussou Bruno et M. Humbweji ont des difficultés politiques de rapprochement. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que le président Amoussou n'est plus à la tête de l'UP, que le président de l'UP est plus jeune, que ce rapprochement-là est possible. Je dis peut-être, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans l'économie des choses, je ne suis pas dans le secret des choses. Mais je dis, si c'était, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il avait été question. 8e législature, d'abord 7e législature finissant, le président Humbweji qui était le président de l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas été possible d'avoir un seul bloc? Du Sud, je n'aime pas beaucoup ça. Oui. Du Sud, un seul bloc du Nord, je n'aime pas beaucoup du Sud, du Nord, tous les partis, etc. On en viendra tout à l'heure. Puisque dans la partie, il y a des militants de toutes les régions de notre pays. On n'a pas eu ça. Et le PRD a dit, moi, je reste ailleurs, je reste à part. Ou bien s'il doit venir, mon logo, voilà, ses attributs. Ça doit être dedans, etc. Et ça n'a pas marché. Il est resté satellite. Et aujourd'hui, il y a sûrement une possibilité et la rencontre se fait. C'est tant mieux. Mais vous voyez, la lecture... Le bulldozer arrive. Non, c'est pour que le PRD, ou l'ancien PRD, en tout cas des gens qui se réclament profondément PRD, même s'ils deviennent UPRD, aient des députés. Vous verrez, les candidats ou Aimé Plateau seront massivement ou majoritairement des anciens PRD. Je suis sûr que c'est ça le début de négociation. Et quand les élections vont se passer, que grâce à l'UPRD, il y aura 10%, ces élus-là, PRD anciens, vont devenir députés.
je souhaite fortement qu'il reste des députés UPRD, bloc UPRD. Que les anciens jeux que nous avons connus, les anciens mouvements de chaises que nous avons connus à l'Assemblée nationale ne se reproduisent pas. C'est une nouvelle ère. Talon a réussi quelque chose, c'est de bousculer, tout au moins au niveau des têtes, pour que progressivement, quelque chose change au niveau des partis politiques. Ce n'est pas encore le cas. Donc, ça va se faire comme ça. Mais dans le même temps, le PSD, l'ancien PSD, l'ancien RB qui a été secoué, l'aile RB, etc. Vous pensez qu'ils vont rester tranquilles? Moi, je prie Dieu pour que ce que vous appelez bulldozer soit effectivement un bulldozer. Sinon, l'appareil peut donner l'impression d'être bulldozer. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de failles, tout au moins potentielles. Et la deuxième partie de ma réflexion sur cette question, c'est que même si l'appareil était bulldozer, c'est le peuple électeur. Vous notez avec moi les différentes lectures, les sentiments, les impressions des uns et des autres. Ce n'est pas toujours en leur faveur. Ce n'est pas toujours en leur faveur. Non. Ah non, je n'en suis pas informé, moi. Heureusement. Non, mais je dis simplement, ce n'est pas toujours en leur faveur. Moi, je circule dans Cotonou, qui est mon fief, je circule ailleurs dans l'Atlantique, je circule ailleurs avec les autres amis des autres circonscriptions électorales. Non. Au contraire, ça a sérieusement boosté les gens pour qu'ils démontrent la force de l'opposition aux prochaines élections législatives. C'est ça la lecture. Donc, bulldozer sur papier, oui, mais je souhaite que la leçon soit administrée. Je l'appelle vivement, cette leçon-là, en janvier prochain. Vivement que les électeurs vous entendent. Monsieur le ministre, vous avez commencé, vous avez ébauché la préoccupation tout à l'heure. Vous voyez se dessiner encore deux grands partis dans le Bénin, un du septentrion, l'autre de la partie méridionale, qui vont s'opposer. Mais si tout le monde appartient à la même mouvance. Pourquoi on n'a pas vu tout de suite l'UP, le BR, le PRD, Mouel, ensemble? Mais le BR, puisque vous en parlez, c'est associé à l'UDBN. J'ai dit, c'est vous qui posez les questions ici. Mais je m'étonne que l'on n'ait pas vu tous les partis, les grands qui ont travaillé jusqu'à maintenant avec le président de la République. Pourquoi on n'a pas vu les 5? Donc les 2 grands plus les 3 satellites, on ne les a pas vus ensemble en même temps, un seul bloc, pour que nous ayons un parti de la mouvance. Peut-être que ça va venir. Peut-être que ça va venir. Et de l'autre côté, pour le moment, peut-être 2 blocs de l'opposition. Vous savez, ce qu'ils attendent, les partis de l'opposition, c'est d'aller aux élections. Pour voir des 2, ceux qui s'annoncent là. FCBE, c'est déjà clair. OK? Les démocrates, pour ne pas les nommer, n'ont pas encore tenté une élection. Depuis qu'ils sont nés, c'est la première. Ils comptaient beaucoup sur le président Yahi Boni, qui est aujourd'hui, qui a renoué avec l'amitié qu'il avait avec le président Talon. Donc aujourd'hui, Yahi Boni ne peut plus se réclamer de l'opposition. Il ne peut plus. Il est toujours président d'honneur. Il ne peut plus se réclamer de l'opposition. Il ne peut pas aller en Guinée faire le travail qu'on lui a demandé au niveau sous-régional pour, chez lui, ne pas travailler à ce que la démocratie se porte bien. D'accord? Donc il ne peut pas. Donc, que les démocrates s'organisent sans Yahi, travaillent pour relever leurs propres défis. Et on verra, c'est ça que les partis de l'opposition sûrement attendent, n'est-ce pas? On verra à l'issue des prochaines législatives qui sera en mesure de dire aux gens, il est temps qu'on se retrouve. C'est parce que l'UP est le premier parti, la première force de la mouvance, que le président nouveau qui est arrivé a suffisamment de poigne pour négocier avec Mbweji. Donc, attendons. Le paysage partisan, politique partisan dans notre pays va davantage s'éclaircir. Et on aura peut-être 3-4 partis politiques. Vous savez, le parti FCBE aussi enregistre des secousses. Le ministre Yaro est parti avec bien des militants. Les épiphénomènes.
Oh oui, cher ami. Mais vous les Vous voyez? l'appelez Yarou? Vous les voyez? MP Oui, Phénomène. mais c'est un ami, Yarou. Yarou, c'est un ami. Vous les voyez? Vous les voyez? Non, ils font partie des forces politiques qui ont demandé que la caution soit réduite, sensiblement réduite. Effectivement, on est passé de 100 000 à 1 500 000 par candidat. Ça fait 163 500. Ça veut dire que c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent gouverner. Ce n'est pas bien. Ça sent mal, tout ça, ça sent mauvais. Mais il fait partie, le parti de Yarou fait partie de ceux qui ont négocié, qui ont demandé qu'on diminue. D'accord? Et puis, mais ils ont bien fait. Bien sûr. Puis nous-mêmes, nous avons demandé. Parce que c'est trop élevé, les 163 500 000. Mais nous aussi, nous avons demandé ça. Mais nous savons que, ayant fait l'expérience 2 fois déjà, et vu l'appareil que nous avons en place et comment nous travaillons, par la grâce de Dieu, grâce aux électeurs, nous savons que nous allons mettre des députés à l'Assemblée nationale. Mais en dehors des 163 500 000, le parti ou les partis qui sont encore relativement faibles ne sont pas sûrs de réunir 10%. De tous les partis de l'opposition, qui a travaillé, qui a fait des compétitions électorales pour réunir 10%. C'est seulement FCBE. C'est seulement FCBE. Et c'est la raison pour laquelle, n'étant pas content de comment FCBE a travaillé, comment est-ce que FCBE a pu faire pour avoir son récépissé, pour avoir des élus communaux, municipaux, etc., ils en veulent tous au président, enfin au secrétaire exécutif national. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des responsables de différents partis politiques de l'opposition qui sont en train de discuter sérieusement avec FCBE pour que la surprise soit constatée au niveau des listes électorales. Vous avez dit tout à l'heure que au niveau des listes de candidats. Mais vous ne pouvez pas être membre d'un parti et aller vous présenter sur la liste d'un autre parti. Non, mais ça sera rejeté. Bien sûr, mais si vous prenez le code, vous lirez les virgules et les points-virgules qui permettent de le faire. Ah oui? Oui. Ah ouais, vous avez votre lecture du code électoral. Non, la lecture normale du texte. Il faut démissionner. Il faut quitter son parti. Il faut quitter son parti. Et c'est ce que, quelque part, le PRD est en train de faire. Ah oui? Oui. Non. Ils auraient pu dire, le PRD disparaît. Nous rentrons tous dans l'UP. Et ça s'appelle UP. Ce n'est pas orgueil personnel que le président Ngouedji, après avoir tenté ça tout le temps, et puis il est au crépuscule de son affaire, n'est-ce pas? Il dit non. Je ne veux pas prononcer la dissolution de mon parti. Nous allons faire ce rapprochement, cette fusion-là. D'accord? Sinon, il suffisait de dire, nous, PRD, on n'existe plus. Allez, on s'appelle tous UP. Ils n'ont pas voulu cette formule-là. Un peu plus d'élégance, peut-être. On verra bien. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible. La loi le permet. Monsieur Adiou, nous sommes au terme de cet entretien. Je vais vous laisser conclure. Oh, ça va tellement vite. Ah, oui, vraiment. Ah oui, ça va tellement vite. Mais mon souhait, c'est que vous m'appelez une autre fois. Je ne sais pas si je peux négocier comme ça en direct sur le plateau. Mais non, ce qui arrive comme élection là, c'est très très sérieux. 2023 prépare 2026. Pour moi, 2026, ce n'est pas, mon problème, ce n'est pas que le président Talon soit là ou qu'il parte. Mon problème n'est pas celui-là. Mon problème, c'est en 2026, nous allons faire pour la première fois, en tout cas de façon contemporaine, des élections générales. Okay? Donc, c'est quelque chose d'inédit que nous allons expérimenter. Il faut des partis forts pour 2026. Et 2023, précédent 2026, c'est maintenant qu'il faut préparer. Donc, que les citoyens ne se découragent pas, tous ceux qui ont le dégoût de la chose électorale, qui se disent non, c'est maintenant qu'il faut aller compétir. Et que les cartes d'électeurs soient vues quand l'ANIP va afficher que les gens se déplacent massivement pour remplir les conditions nécessaires pour être électeurs et pouvoir élire leur candidat à l'Assemblée nationale. C'est ça le message que je me permets de lancer aux citoyens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Nous ne travaillons pas à cliver le pays, non. Qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, sont des citoyens, sont des électeurs. C'est un devoir citoyen que d'aller aux urnes. Nous, à FCBE, nous disons, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la rue, ce n'est pas en bombant le torse. Si vous n'êtes pas d'accord avec un régime, ce sont les urnes. Nous sommes en démocratie. Si notre démocratie a quelques faiblesses, ce n'est pas seulement chez nous. Mais si elle a quelques faiblesses, nous allons nous retrouver à l'Assemblée nationale pour redorer les blasons. Monsieur Adiou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
Hors de nos frontières, alors que les 49 soldats ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet à l'aéroport de Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués, une marche a été organisée par une poignée d'Ivoiriens le dimanche 14 août à Abidjan pour demander leur libération. Ils sont cependant accusés d'être des mercenaires à Bamako pour avoir foulé le sol malien sans autorisation ni ordre de mission. Suivez. Une poignée de manifestants dans la rue de Côte d'Ivoire ce dimanche 14 août demande la libération des 49 soldats ivoiriens écroués au Mali. Une manifestation qui est abondamment critiquée par les internautes. La plupart de ceux-ci estiment que le Mali doit poursuivre sa dynamique et ne pas se laisser déconcentrer par des distractions organisées visant à libérer des mercenaires ivoiriens en mission pour la déstabilisation du Mali. Dans le rang de ce petit groupe de manifestants en Côte d'Ivoire ce dimanche, ce sont des propos exigeants qui se profèrent. Nous savons que le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, sont en train de tout mettre en œuvre. Donc nous leur disons merci et on leur demande de ne pas baisser le bras, de continuer toujours la négociation pour que nos enfants soient libérés. Ivoiriens, Ivoiriennes, pas la peine de dire c'est un palabre entre Ivoiriens et Maliens. Non! Notre palabre, on veut que la junte militaire libère nos soldats. S'ils ne veulent pas qu'on les aide à combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à nous les emmener. Nous, on a besoin d'eux ici. On va libérer nos soldats. Mais le chemin vers cette libération paraît laborieux. Le Mali a exigé que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets pour le déploiement de soldats sur son territoire sans cadre légal. Pas que Bamako demande également à Abidjan de lui livrer des personnalités maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire et recherchées par la justice du Mali. Il faut rappeler que le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais les premières négociations le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent nous rendre au Mali. Nous allons rendre en Algérie pour se dire que le directeur général de l'hôpital central des armées algériennes dans les structures sanitaires des forces armées maliennes est en visite. La visite s'inscrit dans le cadre des possibilités d'assistance et de coopération pour l'édification d'un hôpital militaire d'instruction des forces armées maliennes. Elle permet en outre de renforcer la relation séculaire entre les deux pays suivis. Renforcement de la coopération bilatérale entre les armées maliennes et algériennes en matière sanitaire. Cette visite du général-major Ourad El Moutassir, directeur général de l'hôpital central des armées algériennes et sa délégation, doit permettre d'envisager des possibilités d'assistance et de coopération pour la construction de l'hôpital militaire d'instruction des FAMA. Un appui au service de santé des armées en matière de coopération est aussi dans les projets. La délégation a ainsi visité la direction centrale du service de santé des armées, l'unité psychiatrique de la polyclinique des armées de Kati et autres structures sanitaires militaires. L'Algérie nous a toujours appuyés. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus pour renforcer les liens, renforcer la coopération. De voir dans quelle mesure l'Algérie va appuyer le service santé des armées en matière de formation des médecins, formation de spécialisation des médecins, formation du personnel paramédical et aussi l'appui en équipement pour pouvoir aussi nous ressourcer et surtout améliorer les conditions de travail pour pouvoir mieux être là pour les populations civiles et militaires. Cette visite est également un partage d'expériences entre Maliens et Algériens en matière sanitaire, toute chose qui contribue à améliorer davantage la fourniture sanitaire à la population. Mesdames, Messieurs, on reste au Mali et pour vous dire, bien entendu, que face à la recrudescence des violences et attaques terroristes, la région de Mopti, l'une des plus affectées, tente de résister, de ne pas céder à la psychose et la peur, malgré la situation économique et sécuritaire de plus en plus compliquée. Ville cosmopolite, Mopti, appelée la Venise, est le lieu de rencontre de plusieurs communautés qui ont vécu en parfaite harmonie jusqu'à la survenue de la crise. Si la ville tente de faire bonne figure, rejoindre les différents cercles de la région n'est pas sans danger. Donc la circulation dans le centre du Mali, plus précisément à Mopti, vraiment ça ne va pas.
Parce que sur les routes, il met des engins explosifs. Donc à chaque fois, si tu veux voyager d'autres, donc tu mettras en tête qu'il y a des problèmes. Avec certains voyages même, tu refuses d'aller car il y a tellement de problèmes dans les routes. Il y a des attaques, il met des engins explosifs et d'autres. Sirali Konna, à partir de Mopti, relève du parcours du combattant. Les populations de Badiangara, plus particulièrement les femmes, rencontrent d'énormes difficultés malgré leurs efforts pour ramener la cohésion. On a beaucoup de difficultés pour voyager, pour organiser des événements et pour sensibiliser les jeunes. On a tellement de difficultés dans notre communauté. Nous, on fait des réunions, des formations, on forme des jeunes pour les sensibiliser sur la cohésion sociale. Comment lutter contre le terrorisme dans une ville de rencontre entre le nord et le sud constitue pour les autorités un goulot d'étranglement. C'est vrai que c'est difficile, mais la population tient. Et la vigilance, surtout la vigilance, je pense que tout le monde est vigilant et tout le monde est méfiant en même temps. Ce qui rend les choses difficiles ici, tout le monde est tout le monde. On ne peut pas savoir qui est qui et qui est capable de quoi. En ce 12 août 2022, journée internationale de la jeunesse, les jeunes de la région multiplient les initiatives pour faciliter le vivre ensemble. La jeunesse de la région de Mopti veut aussi magnifier à travers certaines activités de paix et de cohésion sociale. Vous savez, la région de Mopti a traversé une crise multidimensionnelle et elle continue de traverser. Je pense que c'est l'initiative des jeunes qui pourront vraiment amener la paix et cette cohésion sociale. Aujourd'hui, le 12 août, nous amusons d'organiser une conférence débat à l'endroit des jeunes de la région de Mopti dont le thème majeur c'est la construction du nouveau Mali, le rôle et la place de la jeunesse dans la refondation. Rassembler les communautés autour d'un idéal commun, celui du développement de la ville et du retour de la paix, semble être le leitmotiv des populations de la région de Mopti. Fin de cette messe de l'information. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés GovTV Africa. Bonsoir, chef.